Localité de Spanaway dans l'État de Washington aux États-Unis, 12 décembre 1985. Plusieurs habitants se rendent dans l'enseigne Kmart pour faire leurs courses ou acheter des cadeaux. Après tout, c'est bientôt Noël. Il commence à faire tard et le temps est gris. La température est définitivement froide, tournant autour des 0 degrés Celsius. Mais rien d'anormal pour la saison. Pourtant, quelque chose ne va pas. En effet, en sortant du magasin, plusieurs habitants remarquent quelqu'un qui ne devrait pas être là. Une enfant jeune, trop jeune, se tient debout au milieu du parking, grelottante. Autour d'elle, personne. Aucun parent, aucun adulte, personne ne sait comment elle s'est retrouvée là. Directement, les services sociaux sont appelés et elle est conduite dans l'hôpital le plus proche. Physiquement, elle n'a rien. Elle est donc amenée au chaud dans un centre pour enfants. Mais la petite fille reste murée dans le silence. Personne n'arrive à lui faire dire ne serait-ce que son propre nom. The Cairo Evening News, weeknights at 6:30. Good evening, I'm Susan Hutchison in the Cairo. Et ce n'est que 3 longs jours plus tard que Louise Conrad, une habitante de la région, identifie en regardant le journal télévisé local sa petite fille Crystal, âgée d'à peine 2 ans, enfant de sa propre fille, Diana Robertson. En arrivant au centre, Crystal reconnaît instantanément sa grand-mère qu'elle aime profondément. Complètement interloquée, cette dernière la prend dans ses bras et lui demande alors à son tour où sont ses parents. La petite Crystal la regarde alors et pour la première fois se met à parler. Elle ne dira qu'une seule et unique phrase : « Maman est dans les arbres ». Salut, c'est Gobi et je vais vous raconter l'histoire de Mommy is in the Trees, plus connue sous le nom des Mineral Washington Murders. Avant de commencer, il est important de comprendre où se situe l'action. L'État de Washington se trouve au nord-ouest des États-Unis et partage une frontière avec le Canada. C'est un État sauvage, encore plus dans les années 80. Plus de la moitié de sa superficie est composée de forêts, lacs et parcs naturels. C'est aussi pour ça que cet État, et plus précisément les comtés de Lewis et celui de Pierce où se déroule cette affaire, sont extrêmement prisés des randonneurs et des trappeurs. Il comporte plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés sans personne à la ronde. N'importe qui peut donc marcher plusieurs jours en forêt sans jamais croiser personne. Et c'est pour ça que la phrase « Maman est dans les arbres » de la petite Crystal est pour les enquêteurs très inquiétante. La zone de recherche est quasi infinie, car il n'y a aucune autre information sur la localisation de Diana Robertson et de son petit copain Mike Rimmer, âgés respectivement de 21 et 36 ans. Alors ouais, je sais, un tel écart d'âge, c'est surprenant, même pour les années 80. Surtout quand on sait que Diana n'avait que 17 ans quand ils se sont rencontrés. Je le mentionne maintenant parce que ça reviendra plus tard. Cette famille vit donc ensemble dans une maison à Puyallup, une petite ville à quelques heures de Seattle en voiture et assez proche du parc national du Mont Rainier. C'est une zone très sauvage dont Mike, trappeur durant la saison hivernale, a l'habitude d'y aller pour y poser des pièges. Si Diana et Mike sont dans les arbres, ils sont sûrement là-bas, perdus depuis plusieurs jours dans une zone de plus d'1 million de mètres carrés. Tout ce qu'on sait, c'est que selon les témoignages des voisins, toute la famille semble être partie le matin du 12 pour aller couper un sapin de Noël et vérifier les pièges que Mike avait posés. Ils semblent s'être évaporés dans la nature, à l'exception bien sûr de la petite Crystal. Directement, policiers, rangers et même amis de la famille se mettent à leur recherche. Méthodiquement, par les airs et au sol, des centaines de personnes sont mobilisées pour retrouver le couple disparu. Le temps presse, avec une température moyenne autour des moins 10 degrés, et même si Mike est un habitué des forêts de l'État, leurs chances de survie sans équipement adapté sont minces, pour ne pas dire presque nulles. Le chemin que Mike a l'habitude d'emprunter pour poser ses pièges est fouillé de fond en comble, et même si les chiens policiers sont lâchés dans l'espoir de trouver une piste, la police se rendra vite à l'évidence. Mike et Diana semblent s'être complètement volatilisés. Pourtant, le 18 février, soit plus de 2 mois après la disparition du couple, les événements prendront une autre tournure. Nous sommes
en fin d'après-midi, et le temps est toujours glacial. Un habitant de la région promène son chien en suivant un petit chemin forestier proche de la route nationale Washington 7, pas très loin du village de Mineral. Ce sentier se situe à plus d'1 heure de voiture de Spanaway, en plein milieu de la forêt. Ce jour-là, la neige est abondante, ce qui rend la marche difficile. La balade se passe dans le silence, tout bruit étant étouffé par les plus de 15 cm de neige au sol et sur les arbres. Quand soudain, son chien se met à renifler quelque chose. L'habitant pense d'abord à une bête et suit les aboiements de son animal, mais derrière les arbres, il aperçoit d'abord un pick-up. Ce dernier est recouvert lui aussi de neige. Les portières, elles, sont grandes ouvertes. Toujours sans un bruit, il se rapproche, tendant l'oreille pour entendre l'éventuel propriétaire de la voiture. Le silence est assourdissant. La neige s'engouffre à l'intérieur du véhicule qui semble avoir été abandonné depuis plusieurs semaines, voire mois. Évidemment, personne à l'intérieur. En tournant la tête, il aperçoit un petit monticule de neige proche du pick-up. Il s'approche lentement et discerne un visage partiellement recouvert sous la neige. Crystal avait bel et bien dit la vérité, parce qu'ici, au milieu des arbres, il vient de retrouver le cadavre de Diana Robertson. Quand la police arrive sur les lieux, elle découvre plusieurs éléments troublants. Premièrement, une lettre coincée juste derrière l'essuie-glace. Sur cette dernière est écrit les mots « Je t'aime, Diana ». À l'intérieur du véhicule, les sièges sont maculés de sang. Plusieurs douilles sont aussi retrouvées sur le sol à côté de la voiture. Diana, elle, a visiblement été poignardée 17 fois. De plus, et c'est l'un des éléments les plus mystérieux de cette affaire, une chaussette blanche a été nouée autour de son cou, visiblement après sa mort. Enfin, et malgré des recherches intensives autour de la zone, aucun signe de Mike Rimmer, le père de Crystal. Ce qui va faire tiquer les enquêteurs, c'est la chaussette enroulée autour du cou de Diana. En effet, ce n'est pas la première fois qu'ils voient une telle chose dans la région. 14 août 1985, nous sommes donc 4 mois avant le meurtre de Diana et la disparition de Mike. Un groupe de randonneurs profite du beau temps pour se rendre à côté du lac Tulle. À mi-chemin entre Mineral et Spanaway, c'est un endroit prisé de touristes parce que accessible en voiture, mais quand même éloigné de toute habitation. Le groupe est à pied et arrive enfin devant le lac. En contrebas, ils aperçoivent un campement sommaire à côté d'une voiture. Curieux, ils s'en approchent. Ils signalent leur présence, mais personne ne leur répond. En regardant de plus près, ils se rendent compte que quelque chose cloche. La tente est grande ouverte et les sacs de couchage sont encore dépliés à l'intérieur. Mais surtout, la tente dégage une très forte odeur. Une odeur de mort. Conscients de la potentielle gravité de leur découverte, ils se séparent pour qu'un groupe puisse alerter la police. À l'intérieur de la tente, toujours dans son sac de couchage, se trouve le corps sans vie de Stephen Harkins, 27 ans. Le visage défiguré par un impact de balle de calibre 22. Le truc, c'est qu'il n'est pas parti camper tout seul. Sa petite amie, Rose Cooper, 42 ans, était censée être avec lui. Tous les deux étudiants de la même école professionnelle à Tacoma, c'est d'ailleurs comme ça qu'ils se rencontreront, ils étaient partis 4 jours plus tôt camper et étaient portés disparus depuis. Mais au moment de la découverte du corps, cette dernière est introuvable. Toute la zone autour du lac est ratissée par les autorités, mais aucune trace de qui que ce soit. À l'exception du chien du couple, abattu lui aussi par la même arme ayant tué Steven, retrouvé à quelques dizaines de mètres du corps. Ce n'est que 2 mois plus tard, le 26 octobre, qu'un crâne est retrouvé. Plus de 2,5 km de là, aux alentours du lac Hart, proche d'une petite route de campagne. À côté du crâne, 15 mètres plus loin, le reste du corps sera lui aussi retrouvé. Vous l'aurez deviné, c'est bel et bien celui de Ruth. Suite à l'autopsie, la police conclut à une mort à la suite d'un impact de balle infligé à l'abdomen. Autour de son cou, je vous le donne en mille, est attachée une chaussette, extrêmement similaire à celle qui sera retrouvée sur le cadavre de Diana. Elle aussi nouée de la même façon. Bon, récapitulons. On a donc 3 meurtres dont l'un double. Les 2 femmes ont été tuées différemment, mais à chaque fois avec la même marque autour du cou comme un motif, une signature. Ils vivent tous à Tacoma et, coïncidence étrange, pour les 2 couples, la différence d'âge est de 15 ans. Et bon, ça, c'est sûrement que du hasard. La seule piste pour les enquêteurs, c'est le copain de Diana, ce fameux Mike Rimmer.
Parce qu'au vu de ce qu'on sait, et puisqu'il reste introuvable, il a fort à parier que ce soit lui, le tueur de Diana, et par déduction celui de Cooper et Harkin. En fait, ça semble même évident pour plusieurs raisons. Il est grand, fort, connaît la forêt comme sa poche, et surtout, et ça les enquêteurs l'apprendront plus tard en interrogeant la famille de Diana, il est violent avec sa petite amie. En effet, dès que les enquêteurs commencent à interroger sa famille, et selon les propres mots de la sœur de Diana, Darlene Robertson, il paraît évident que quelque chose ne tourne pas rond chez Mike. Il la battait, il se déchaînait régulièrement sur elle, la blâmait pour des choses que lui-même avait faites. S'il la trompait avec une autre, il inversait la situation pour que selon son propre point de vue, ce soit Diana qui le trompait avec un autre. Tout ça, je vous apprends rien, c'est un comportement extrêmement manipulateur et narcissique. D'ailleurs, 1 an plus tôt, il avait été condamné pour violence conjugale. La justice avait même ordonné une mesure d'éloignement, visiblement non respectée par Mike. Ils s'étaient donc séparés quelque temps, mais puisque Diana était jeune avec un enfant en bas âge et donc très facilement manipulable, peu de temps avant l'hiver, elle était retombée sous son emprise. Parce qu'il s'agit bien de ça, une véritable emprise que Mike, de 15 ans son aîné et qui je le rappelle la fréquentait depuis ses 17 ans, semblait avoir sur elle. Sa disparition, les mots « Je t'aime Diana » écrits sur la lettre retrouvée sur le pare-brise et son comportement violent, tout ça, c'est extrêmement suspect, pour ne pas dire incriminant. En plus, ça expliquerait pourquoi la petite Crystal s'est retrouvée sur ce parking de supermarché. Il l'aurait épargnée avant de s'enfuir. Si Mike Rimmer a bel et bien assassiné Diana, il est sûrement aussi responsable du meurtre des 2 campeurs du lac Tulle. Selon les dires des amis de Mike, il possède aussi une arme à feu, un pistolet de calibre 22, le même calibre utilisé pour abattre Stephen Harkins. Sans motif apparent pour ces 2 crimes, en plus de la présence de ses chaussettes nouées sur le cou de ses victimes comme une signature, la question se pose, Mike Rimmer est-il un tueur en série ? Et dans ce cas-là, comment l'arrêter avant qu'il ne frappe à nouveau, s'il s'est vraisemblablement évaporé dans les denses forêts de l'État de Washington ? Le truc, c'est que d'un point de vue extérieur, avec les informations que je vous ai présentées, arriver à cette conclusion, c'est satisfaisant, c'est même complètement évident. Mike, c'est le coupable parfait. La famille de Diana le décrit comme un effroyable être humain, et quand on sait que plus de 60% des féminicides aux États-Unis ont été commis par des maris, des petits amis ou des ex, et tout en connaissant la dangerosité de Mike, c'est évident que le soupçonner est la chose la plus sensée à faire. D'ailleurs, c'est la conclusion qu'auront les enquêteurs en premier lieu. Enfin, pas tous. Parce que pour certains, quand on regarde les faits d'un peu plus près, plusieurs points ne collent pas. Certains même posent une question qui semble catégoriquement contre-intuitive. Et si Mike était lui aussi une victime dans cette affaire ? Déjà, puisqu'il est introuvable, aucun moyen de connaître vraiment ce qui s'est réellement passé. Aucun indice pour savoir s'il est toujours en vie non plus, vu qu'il n'est jamais rentré chez lui et que personne ne l'a vu depuis le matin du 12 décembre. Il n'est même pas allé récupérer son salaire chez son employeur, et évidemment, sa voiture est sur les lieux du crime. Donc s'il a commis le meurtre, il n'est pas reparti avec. Et du fait qu'il n'a pas pris de vêtements de rechange ou quoi que ce soit d'autre. Donc si c'est lui le tueur, il n'y avait aucune préméditation. Mais donc alors, pourquoi avait-il sur lui cette chaussette pour signer son crime s'il n'avait pas prévu d'en commettre ? Pour la carte coincée sous l'essuie-glace, s'imaginer Mike écrire ça après le meurtre, ça fait sens. Mais encore une fois, et je sais que c'est pas facile à entendre, ainsi qu'un peu tiré par les cheveux, mais rien ne prouve que c'est véritablement ce qui s'est vraiment passé. Ça peut tout aussi bien être une carte déjà présente dans le véhicule, provenant par exemple d'un bouquet de fleurs, que le véritable serial killer a placé là pour ralentir l'investigation. Ce que je veux dire, c'est que même persuadé de la culpabilité de Mike, sans aucun procès, il est impossible d'avoir un avis objectif sur la question. Même ce fameux pistolet que possède Mike, au calibre identique à celui du double homicide du lac Tulle, ça semble incriminant dit comme ça, mais seulement parce qu'on veut que ça soit incriminant. En réalité, les munitions de 22, c'est les munitions les plus vendues au monde. Elles sont pas chères et extrêmement populaires. Pour vous dire, c'est même autorisé à la vente en France, alors que pourtant nos lois sont beaucoup plus rigides sur la question. Pareil, aucune trace au sol ne laisse penser que Mike aurait effectivement pris sa voiture pour déposer Crystal puis serait revenu sur les lieux du crime. Mais surtout, pour moi, il y a un truc qui fait que je peux pas être à 100% convaincu de la culpabilité de Mike. Et c'est quelque chose que j'ai vu mentionné nulle part en ligne et qui pourtant me paraît évident. Souvenez-vous, la police a retrouvé des douilles un peu partout autour du véhicule de Mike.
Mais si Diana a été poignardée à mort, sur qui Mike tirait-il ? Peut-être que cette fois-ci, Mike n'était pas l'attaquant, mais bien lui aussi une victime. Victime d'un tueur en série venu répéter le même mode opératoire que pour son premier double homicide et ayant trouvé un autre couple isolé dans la forêt. Et après avoir commis l'irréparable une seconde fois, il serait tombé sur Crystal et pour une raison ou pour une autre aurait décidé de l'épargner. Parce que pour énormément de tueurs en série, l'enfance est le moment déclencheur de ce genre de comportement, notamment lié à des abus, que ça soit de la violence physique ou psychologique. Donc on peut très bien s'imaginer que le tueur se soit identifié à l'enfant et lui ait laissé la vie sauve. Mais encore une fois, ce n'est qu'au final qu'une théorie. Et en l'absence d'indices supplémentaires, les enquêteurs se sont retrouvés sans pouvoir avancer dans l'affaire. Et ça, jusqu'au 26 mai 2011, soit 25 ans plus tard. Parce que ouais, pendant 25 ans, cette histoire tombera lentement dans l'oubli, restant dans la tête des rares personnes s'en souvenant comme d'une histoire sordide sans vraie résolution. Mais justement, le 26 mai 2011, un homme parcourant une parcelle de forêt de 8 hectares dont il est le propriétaire, parcelle se trouvant à environ 1 km de là où a été découvert le corps de Diana, tombe enfin sur une partie de la clé de ce mystère. Au pied d'un arbre se trouve un morceau de mâchoire, des vêtements complètement usés par le temps, une chaussure et une carte d'identité illisible. Mais pas besoin de savoir ce qu'il y avait écrit dessus, car plus tard, quand la police analysera l'empreinte dentaire de la mâchoire, il n'y aura aucun doute. Ce que cet homme a trouvé, ce sont en fait les restes de Mike Rimmer. Mais ce n'est pas tout. Une partie de boîte crânienne est aussi retrouvée, littéralement empalée à la base de l'arbre à côté duquel les autres restes ont été retrouvés. Le crâne est là depuis si longtemps qu'un arbre a eu le temps de grandir en passant à travers lui. En coupant l'arbre en deux et en comptant les anneaux qui le composent, on en dénombre 25. 25 ans. À aucun moment, Mike ne s'est enfui des lieux du crime. Depuis tout ce temps, il était là, à 1 km de l'endroit où il avait disparu. Pour beaucoup, le simple fait que Mike soit aussi mort, ça prouve qu'il était aussi une victime de ce tueur en série non identifié. Mais en analysant le crâne, aucune cause de décès pourra en être déduite. Et l'hypothèse que Mike se soit donné la mort après avoir assassiné Diana est tout autant possible. Tout ce qu'on sait, c'est qu'après le 12 décembre 1985, et malgré une multitude de tueurs en série frappant l'État de Washington, aucun autre meurtre ne sera relié à ceux de Mineral. Aucun autre cas de personne retrouvée avec une chaussette nouée autour du cou. En fait, c'est ce qui est le plus frustrant avec cette affaire. Aucune des découvertes ultérieures au crime n'éclaircit vraiment ce qui s'est passé. Tout ce qui peut être dit n'est que spéculation. Mais spéculer sur un crime sordide, prendre parti envers une hypothèse ou une autre, c'est tentant. Mais malheureusement, ça ne change rien à ce qui s'est passé. Personnellement, ce qui me terrifie le plus avec cette histoire, c'est pas tant les crimes en soi, aussi sordides soient-ils. Non, ce qui me hante, c'est d'imaginer le trajet qu'a fait la petite Crystal des lieux du crime jusqu'au parking de ce supermarché. 1 heure, assis à côté de l'assassin de sa mère. Que ça soit un tueur ayant pris en pitié la petite ou son propre père, j'ose à peine imaginer le moment d'horreur que ça a dû être, surtout pour un enfant de cet âge. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, Crystal est retombée dans l'anonymat. Et si elle ne s'est jamais vraiment exprimée publiquement sur cette affaire, c'est probablement car elle ne souhaite pas raviver de potentiels souvenirs. Étant la seule survivante de ce crime absurde, c'est parfaitement compréhensible. Il semblerait bien que pour elle, comme pour nous, cette affaire n'aura jamais de vraie résolution. Pour toujours, maman restera dans les arbres. C'était Gobi, je vous souhaite une excellente soirée.